Vous allez découvrir une incroyable famille du règne animal. Des singes espiègles et pétillants d'intelligence, mais aussi une ribambelle de petits cousins tout aussi étranges que charmants. Voici l'histoire de nos plus proches parents sur Terre, les primates. Des puissants gorilles aux singes minuscules qui peuvent se nicher dans le creux d'une main, nous appartenons tous à une même et étonnante famille. Notre famille, les primates, compte aujourd'hui plus de 400 membres. Ce sont des acrobates exceptionnels, des parents attentionnés, et ils comptent parmi les créatures les plus intelligentes du règne animal. Mais comment les primates sont-ils devenus les rois du bal? Nous allons parcourir l'arbre généalogique des primates pour retracer la fulgurante évolution de notre propre famille animale. Salut toi. Mais qu'est-ce que tu fais? L'Asie, le berceau de la famille des primates. Nous allons vous révéler la manière incroyable avec laquelle les singes et les primates sont parvenus à conquérir le plus vaste continent de notre planète. Partons à la découverte de notre incroyable famille animale. Tout commence ici, dans les forêts d'Asie. Il y a de cela plus de 55 millions d'années. À une époque reculée de l'histoire du vivant, une créature inhabituelle a fait son apparition là-haut, dans la végétation de la canopée. Alors que cet être mystérieux faisait ses premiers pas et s'élançait de branche en branche, une nouvelle famille d'animaux venait de naître à la surface du globe. Cette famille est aussi la nôtre. Ce sont les primates. Les descendants des premiers primates sont encore présents de nos jours. Ils se balancent toujours à la cime des arbres d'Asie. Ces singes, ce sont les gibbons. Ils filent à travers la canopée à une vitesse ahurissante. Entre les branches auxquelles ils se suspendent, il y a parfois une distance de 10 mètres. Ces funambules de la jungle sont parfaitement adaptés à la vie dans la canopée. Aucun animal n'a jamais eu l'air aussi à l'aise dans un arbre qu'un gibbon. Pour découvrir de quelle façon ces singes sont devenus les rois des acrobates, je vais à la rencontre d'un jeune gibbon qui se familiarise à la vie dans la jungle.
Cette femelle âgée de 2 ans environ est orpheline, et elle est mignonne comme tout. Ses attitudes rappellent étrangement celles des humains. Et ses yeux pétillent d'intelligence. Tout son corps est parfaitement conçu pour grimper aux branches. Avec son ossature ultra légère, il n'est guère plus lourd que celui d'un nouveau-né humain. Mais un aspect de son anatomie retient encore plus l'attention. En observant cette femelle, on remarque tout de suite la taille démesurée de ses membres, et en particulier ses bras, qui font 1,5 fois la longueur de ses jambes. Mais en haut d'un arbre, elle a l'air d'être tout à fait dans son élément. Avec leurs longs bras et leurs poids-plumes, les gibbons semblent se jouer des lois de la gravité. Mais pour ces adeptes du trapèze volant, les cascades sont exécutées sans filet. La vie dans la canopée s'avère parfois périlleuse. Il arrive que les gibbons ratent leur prise et chutent depuis des hauteurs considérables, ce qui peut leur occasionner des blessures, notamment des fractures. On s'imagine du coup à quel point il peut être difficile d'élever sa progéniture au sommet des arbres. Ce jeune gibbon passe le plus clair de son temps blotti contre sa mère. Mais il commence à comprendre la technique. Comme n'importe quel débutant, il est un peu nerveux. Et lorsqu'à 20 mètres du sol, il tombe accidentellement dans le vide, il est forcé d'apprendre au vol. Mais il ne tarde pas à prendre de l'assurance. On dirait bien qu'il a réussi la première épreuve de l'école de la jungle. Cette vie à la cime des arbres peut sembler bien précaire. Mais la canopée met à la disposition des gibbons une abondance de nourriture. Et à une telle distance du sol, rares sont les prédateurs susceptibles de les atteindre. C'est pour cette raison que les premiers primates ont prospéré en haut des arbres de l'Asie. Et que les gibbons continuent d'y vivre à l'heure actuelle. Dans la jungle, le gibbon n'a pas son pareil pour les acrobaties. Mais ce n'est que l'un des nombreux membres de notre incroyable famille animale qui compte plus de 400 espèces. L'arbre généalogique de la famille des primates est sorti de terre il y a près de 55 millions d'années. À mesure qu'il grandissait, de nouvelles ramifications sont apparues, accompagnant l'évolution de nouveaux membres de notre famille. Sur la plus ancienne partie de l'arbre, on trouve ces petits fouineurs de lémuriens. Non loin de là, s'élève la branche la plus curieuse d'entre toutes, où vivent d'intrigants petits chasseurs nocturnes. La branche la plus grosse et aussi la plus peuplée est celle des singes, avec plus de 270 représentants. Et enfin, il y a notre branche, celle des grands singes. Ce sont les plus grands et les plus intelligents d'entre tous les primates.
L'arbre des primates regroupe à l'heure actuelle l'une des familles animales les plus diverses et les plus fascinantes du monde sauvage. Notre voyage commence il y a plus de 55 millions d'années, lorsque les premiers primates font leur apparition dans les jungles d'Asie. Je me rends sur l'île de Sulawesi, en Indonésie. Je suis ici pour retrouver la trace de l'un des plus anciens membres de notre famille. Cette créature étrange fait partie d'un groupe d'espèces présents sur Terre depuis bien plus longtemps que les singes. Durant la journée, elle se réfugie dans le plus majestueux des arbres de la jungle. C'est dans ce magnifique figuier étrangleur qu'a élu domicile l'un des membres les plus insolites de notre famille. Dans les coins de ce labyrinthe végétal vit un groupe d'étranges prédateurs qui ressemblent à de petits diablotins. Pour observer cette terreur miniature en action, je vais devoir attendre la tombée de la nuit. Une fois le soleil couché, il devient possible de voir la jungle comme jamais encore auparavant. Une caméra ultra sensible nous permet de filmer dans une obscurité presque totale, en nous donnant l'impression d'y voir comme en plein jour. Cette nouvelle technologie extraordinaire nous révèle l'univers secret de l'un de nos plus distants cousins. Le tarsier. Il est à peine plus gros qu'une balle de tennis. Mais toute proportion gardée, il possède certains des attributs les plus gros de tous les primates. Chacun de ses globes oculaires est plus volumineux que son cerveau. Cela permet à cette petite créature d'y voir 100 fois mieux que nous dans l'obscurité. Et grâce à ses longues pattes arrière dignes d'une grenouille, il peut sauter à une distance équivalente à 60 fois sa propre taille. Avec ses pattes montées sur ressort et son incroyable vision nocturne, le tarsier est un redoutable prédateur. Nuit après nuit, il évolue d'arbre en arbre, avant de bondir par surprise sur les insectes dont il se nourrit. Le tarsier est le seul primate à être exclusivement carnivore. À travers cette curieuse petite créature, nous devinons de quelle manière a commencé l'histoire des primates. En 40 millions d'années, les tarsiers n'ont pratiquement pas connu la moindre évolution. Ces chasseurs sont parfaitement adaptés à la vie nocturne. L'obscurité est leur environnement de prédilection et ils sont devenus les maîtres du monde de la nuit. Dans l'arbre généalogique des primates, les tarsiers occupent l'une des plus anciennes branches. Mais il y a 40 millions d'années environ, une nouvelle ramification est née, accompagnant les évolutions des premiers primates. Dotés d'un cerveau plus volumineux
et d'une meilleure vue que leurs ancêtres, ces primates d'un genre nouveau se sont mis à vivre au sein de grands groupes tapageurs. Les singes venaient de faire leur apparition. À Sulawesi, dans ces mêmes jungles où les tarsiers vadrouillent dès la nuit tombée, les singes prennent la relève durant la journée. Voici les macaques nègres. Des singes affublés d'une crête iroquoise. Ils vivent en larges groupes qui peuvent compter jusqu'à une centaine d'individus, tous plus dévergondés les uns que les autres. Je viens observer un groupe de macaques nègres pour comprendre comment ils vivent en communautés aussi nombreuses. Il semblerait que cela ait un lien avec leur mode de communication. Il y a un petit moment que j'observe ces drôles de numéros. Et j'ai un peu l'impression d'assister à une réunion de famille très mouvementée. Ici, le bruit est permanent et pour une oreille non exercée, cela peut faire l'effet d'un vacarme indistinct. Mais le moindre cri, la moindre interjection ont une signification bien précise. Lorsque de jeunes singes se montrent trop turbulents et qu'on entend ces grognements, c'est qu'ils viennent de se faire rabrouer. Et s'il y a un danger, ce bruit veut dire sauf qui peut. Étonnamment, ces macaques peuvent exprimer plus d'une centaine d'intentions différentes. Mais le plus surprenant, c'est qu'ils n'ont bien souvent pas besoin d'émettre le moindre son pour se faire comprendre. Cette facilité à communiquer, ils la doivent à l'expressivité de leur face. Pour mettre en évidence cette communication visuelle, j'installe une cabine photo en plein milieu de la jungle. Les macaques nègres sont considérés comme les singes les plus sociables au monde. Quand ils sont en face d'un congénère inconnu ou qu'ils ne reconnaissent pas, leur face s'illumine et ils se font charmeurs. Pour observer ce numéro de charme, j'ai apporté un dispositif bien particulier qui devrait leur plaire énormément. À l'intérieur de la boîte se trouve un appareil photo. Il est dissimulé derrière une glace sans teint. Quand les singes essaieront de jeter un œil à l'intérieur de la boîte, ils ne verront que leur propre reflet. Persuadés d'être en face d'un congénère, ils devraient lui souhaiter la bienvenue par une série d'expressions faciales accueillantes. On voit bien qu'il veut regarder à l'intérieur de la boîte. Il essaie de comprendre où est l'autre singe. C'est pour ça qu'il passe d'un côté à l'autre. C'est génial. Mais regardez bien la manière dont ils utilisent leur face et en particulier leur bouche. Ces mouvements de lèvres, c'est leur manière de dire bonjour. Chaque mimique a une signification bien précise. Un bâillement en apparence très innocent dévoile une rangée de dents acérées et sera compris comme une tentative d'intimidation. Rabattre ses oreilles vers l'arrière traduit une intention amicale. C'est une invitation au jeu. Et il semblerait que certaines de leurs expressions faciales aient le même sens que pour nous.
Les macaques nègres ont à leur disposition un répertoire de 130 actions et expressions différentes. Malheureusement, nous ne parvenons à en saisir que quelques-unes avant que notre expérience ne soit brutalement interrompue. La capacité de ces macaques et des singes en général à utiliser des méthodes de communication sophistiquées est un facteur fondamental de leur réussite. Ils sont ainsi en mesure de vivre en large groupe, très soudés, où règne la coopération. Cette sociabilité, combinée à leur aptitude à exprimer des émotions complexes d'un seul regard, a transformé la manière dont les primates vivent ensemble. C'est cet aspect qui nous distingue de tous les autres animaux sur Terre. Quand les premiers primates se sont aventurés hors de leur jungle originelle, ils se sont mis à coloniser des territoires improbables. Je me rends sur un archipel situé au large des côtes sud de la Thaïlande pour y découvrir des singes originaires du continent qui ont su conquérir cet environnement paradisiaque. Pour s'adapter ici, ils ont mis au point un moyen très ingénieux de récolter ce que la mer avait à leur offrir. Cette zone des côtes thaïlandaises est parsemée d'une multitude d'îles minuscules où vivent des groupes de singes. Personne ne sait quand ni comment ces singes ont échoué ici. Mais à force de curiosité, ils ont fait une découverte qui leur a permis de conquérir leur environnement insulaire. Voici les macaques crabiers, aussi connus sous le nom de macaques à longue queue. Ils passent le plus clair de leur temps à se prélasser sur ces plages tropicales. Lorsqu'il fait trop chaud, ils vont se rafraîchir dans l'eau. On n'est pas bien là ? Mais quel est le secret d'une telle vie de pacha ? En apparence, ces singes ont l'air de mener une vie de rêve. Mais cette île est isolée du continent, et la nourriture y est rare. Pour survivre ici, ils ont été contraints de trouver leur pitance d'une manière pour le moins ingénieuse. Chaque jour, quand la marée redescend, les singes interrompent leur jeu. Ils consacrent alors toute leur énergie à la recherche de nourriture. Les palourdes et les huîtres immergées à marée haute sont à présent à leur disposition. Mais ces délicieux mollusques sont protégés par une coquille hermétiquement fermée. Pour s'emparer de leur dîner, les macaques doivent se creuser les méninges. Mais ils ont trouvé la solution à ce problème. Armés de pierres, ces singes sont capables de venir à bout des coquilles d'huîtres les plus coriaces.
Voilà qui nous rappelle à quel point nos cousins les primates nous sont semblables. Ces macaques à longue queue ont su se servir de leur matière grise pour se nourrir à moindre effort. Ce que fait ce singe peut nous sembler évident, mais il lui a fallu sélectionner l'outil adapté à cette tâche précise. Chaque crustacé requiert l'utilisation d'un outil spécifique, en l'occurrence une pierre dont la pointe est capable de faire éclater la coquille de ses huîtres. Trouver la meilleure pierre est affaire de tâtonnement et d'erreur. Et comme pour toutes les tâches faisant intervenir l'utilisation d'un outil, la maîtrise de cette technique demande un certain temps. Pour ces jeunes macaques, la plage est une école de la vie. À la naissance, les macaques ne savent pas manipuler d'outils en pierre. C'est un savoir-faire qu'ils doivent apprendre. Comme des apprentis, ils commencent par observer de quelle manière s'y prennent leurs aînés. Mais ils ne maîtriseront eux-mêmes cette technique qu'à l'âge de 2 ans. Ce savoir-faire est un atout précieux. Dès qu'un jeune macaque à longue queue a appris comment manier les pierres, il peut inscrire à son menu ses crustacés à haute teneur en protéines. Ce régime à base de fruits de mer fournit à ces singes en pleine croissance toute l'énergie dont ils ont besoin. Quand je vois la manière dont s'y prennent ces astucieux primates, il ne fait aucun doute qu'ils ne se contentent pas d'utiliser la force brute. Pour parvenir à leur fin, ils ont mis à profit leur prodigieuse intelligence et ils ont trouvé un moyen de profiter de cette abondante source de nourriture. C'est cette débrouillardise qui explique que les macaques soient les singes les plus répandus à la surface du globe. Que ce soit en montagne, dans les forêts ou sur les plages, leur sagacité leur a permis d'échafauder les meilleures techniques de survie. À mesure qu'ils peuplaient l'Asie, les premiers primates se sont parfois retrouvés confrontés à des environnements face auxquels leur intelligence ne leur était d'aucune aide. Les singes ont dû s'adapter physiquement à chaque nouvel habitat, ce qu'ils ont fait avec des résultats spectaculaires. Au fin fond de la mangrove marécageuse de Bornéo, vit un singe unique en son genre. Son anatomie a été totalement façonnée par le monde dans lequel il évolue. À tel point que son physique est peut-être le plus déconcertant de tous les primates. Les habitants des environs l'ont par ailleurs affublé de l'étrange surnom de singe hollandais. Les Hollandais ont été parmi les premiers à explorer cette jungle dense. Lorsque les autochtones les ont vus arriver pour la première fois, ils ont dû trouver que ces nouveaux venus avaient une allure très étrange. Avec leurs cheveux clairs et leurs peaux pâles brûlées par le soleil, les Hollandais ne ressemblaient à aucun des humains qu'ils avaient rencontrés jusque-là. Mais ils ont quand même eu une impression de déjà-vu. Les Hollandais leur ont fait penser à ce singe. Le nasique. Les mâles de cette espèce ont de loin le plus gros nez de tous les primates. Leur appendice nasal peut mesurer jusqu'à 10 cm de long. Il est parfois si imposant que même se nourrir devient difficile. Si l'on ajoute à cela leur grosse bedaine,
Les Naziks ont peu de chances de remporter un concours de beauté. Mais c'est précisément grâce à leur physique improbable qu'ils ont réussi à conquérir cette région reculée du globe. La mangrove où ils vivent peut sembler luxuriante à première vue, mais les apparences sont parfois trompeuses. Les feuilles de cette végétation sont à la fois très dures et toxiques, et peu d'animaux les digèrent. Mais les Naziks s'en accommodent, et c'est à leur ventre bien rond qu'ils le doivent. Les Naziks possèdent plusieurs poches stomacales remplies de bactéries capables de venir à bout des feuilles toxiques. Ils peuvent ainsi boulotter allègrement une nourriture qui resterait sur l'estomac des autres singes. Mais pourquoi ont-ils un si gros nez? Pour l'expliquer, je vais en faire venir jusqu'à moi en leur disant des mots doux à la mode nazique. J'ai un enregistrement du chant d'amour des mâles que je vais diffuser par ce haut-parleur. En principe, les femelles devraient se sentir irrésistiblement attirées par ici, tandis que les mâles y verront un défi. Dans les deux cas, ça devrait les faire venir près de l'eau. En un rien de temps, mon stratagème alerte un mâle rival qui s'avance jusqu'à la rive. Très vite, il se met à répondre. Ça doit être un mâle qui émet ce son. Tout ce qu'on entend, c'est C'est tellement bizarre comme cri. Leur physique est étrange. Mais leur cri l'est encore plus. Le plus surprenant, c'est que ce chant d'amour expliquerait pourquoi les mâles ont un tel nez. Les Naziks vivent en groupe comprenant à chaque fois un seul mâle, accompagné de ses nombreuses femelles et de leur progéniture. Pour impressionner son harem, le mâle doit émettre le cri le plus grave possible. Curieusement, si eux seuls sont capables de produire des sons aussi tonitruants, c'est parce qu'ils se servent de leur appendice nasal démesuré comme d'un énorme amplificateur. On pense que le gros nez des mâles joue le rôle d'une caisse de résonance, et que par conséquent, plus leur nez est imposant, plus leurs cris sont puissants. Et quelle est la raison d'être du plus grand nez de la jungle? Comme on pouvait s'en douter, il s'agit d'impressionner le sexe opposé. Ces Naziks peuvent nous sembler grotesques. Mais ils sont parfaitement adaptés à la vie dans les marais. Ils sont parmi les seuls grands mammifères à pouvoir vivre ici. En adaptant leur anatomie et en se servant de leur tête, les singes ont su conquérir de nouveaux territoires, d'un bout à l'autre de l'Asie. C'est ainsi qu'il y a 2 millions d'années, la famille des singes s'est encore étendue. La plupart des singes n'ont jamais quitté l'environnement des forêts tropicales. Mais quelques-uns ont vaillamment choisi de s'aventurer plus au nord, jusque dans les massifs montagneux de la Chine centrale. Dans ces montagnes,
L'altitude et les conditions météorologiques rigoureuses font parfois descendre les températures jusqu'à moins 20 degrés. Pour avoir une chance de survivre ici, ces singes intrépides ont dû modifier drastiquement leur anatomie. Voici le rhinopithèque de Roxelane. Ces jeunes rhinopithèques ont une méthode radicale pour se maintenir au chaud. Ils restent en mouvement. Parfois, ils chahutent à tel point que les adultes préfèrent aller voir ailleurs. Mais comment ces primates, originaires des tropiques, ont-ils su évoluer pour survivre à un climat aussi glacial ? Les adultes peuvent compter sur leurs longues crinières dorées pour les isoler du froid. Même les bébés sont recouverts d'une épaisse combinaison polaire. Avec leurs oreilles poilues et leurs mitaines, ils ont de quoi rester bien au chaud. Mais la plus surprenante de leurs caractéristiques physiques est sans doute leur nez. Au lieu d'un museau épaté, ils ont des narines découvertes par lesquelles se réchauffe l'air qu'ils inspirent. Mais dans cet environnement où les températures descendent bien en dessous de zéro, leur survie ne s'explique pas que par leur aspect physique. Elle tient aussi à leur comportement. Ces singes raffolent des embrassades. C'est en se serrant les uns aux autres, souvent autour des bébés, qu'ils parviennent à se tenir chaud mutuellement lorsque le froid se fait trop intense. Ils vivent en groupes qui peuvent compter jusqu'à 70 individus. Ils ont donc toujours de nombreux congénères contre qui se blottir durant les longs mois d'hiver. Les rhinopithèques de Roxelane sont la preuve vivante de l'ingéniosité dont savent faire preuve les primates pour s'adapter à toutes sortes d'environnements. Voilà qui explique que de nos jours, on dénombre à travers l'Asie plus d'une centaine d'espèces de primates. Les singes occupent l'endroit le plus peuplé et le plus bruyant de l'arbre généalogique des primates. Mais il y a à peu près 25 millions d'années, une nouvelle branche est apparue sur le tronc, où se sont développés des primates d'un genre nouveau. Pourvus de bras plus longs et plus puissants, ils ont aussi perdu leur queue, tandis que leur cerveau devenait encore plus volumineux. Cette branche est la nôtre, celle des grands singes. De nos jours, l'un de nos plus proches cousins vit encore dans la jungle de Bornéo. L'orang-outan. Son nom signifie « homme de la forêt ». Et il n'est pas bien difficile de comprendre pourquoi.
Pour me rendre compte à quel point nous sommes semblables à ces grands singes, je me rends dans un centre de réacclimatation situé en pleine jungle. Je viens y faire la connaissance d'Octo, un jeune orang-outan bien curieux. Quel drôle de petit bonhomme. Au début, Octo se montre assez méfiant. Mais en un rien de temps, son côté espiègle a repris le dessus. Oh! Et il a l'air bien décidé à ne pas me laisser travailler. Bon, décidément, je crois que je ne vais pas y arriver. D'autres curieux ne tardent pas à se manifester depuis les tribunes. Pour les humains, avoir des pouces est une chose qui va de soi, mais... Une fois que mon public s'est habitué à ma présence, je peux enfin observer Octo plus attentivement. Ce jeune orang-outan est âgé de 2 ans seulement, et pourtant, c'est un sacré grimpeur. Lorsqu'il atteindra sa taille adulte, il aura une envergure d'environ 2 mètres. Ses bras sont immenses, mais sa facilité à évoluer dans ces arbres ne tient pas qu'à ses membres antérieurs. Ses jambes aussi jouent un rôle crucial. Ses hanches sont extrêmement souples. On peut s'en rendre compte à la manière dont il utilise son bassin. On a parfois l'impression qu'il fait carrément le grand écart entre 2 branches. Mais le véritable secret de son agilité, ce petit singe le doit à une caractéristique physique qu'il partage avec nous. Ses pouces. Pour nous, ça va de soi. Oh, attention! Mais nos pouces nous confèrent une extraordinaire dextérité. Imaginez si vous deviez boutonner votre chemise ou ouvrir une porte avec des mains sans pouces. Cette tâche serait quasiment impossible à accomplir sans ces pouces qui pivotent et qui permettent à nos mains d'agripper tout ce qui se présente. Nos pouces sont des outils incroyablement efficaces, surtout pour grimper aux arbres. Les mains des orang-outans sont presque identiques aux nôtres. C'est grâce à elles qu'ils se déplacent avec une telle aisance dans la canopée. Mais la plus grande similarité qui existe entre les orang-outans et nous ne tient pas à notre apparence, mais à la manière d'élever notre progéniture. Hormis les humains, les orang-outans ont l'enfance la plus longue de tous les primates. Ce petit bout restera auprès de sa mère jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 8 ans environ. Il dépend entièrement d'elle. La force des liens qui unissent une mère orang-outan et son petit serait sans équivalent dans le règne animal. Avant que leurs rejetons soient autonomes, les mères consacrent près d'une décennie à leur enseigner tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour survivre dans la forêt. Mais comme chez les humains, les bébés orang-outans grandissent de façon spectaculaire. Et lorsqu'un mâle sauvage se présente pour casser la croûte, j'ai l'occasion de constater à quel point ils deviennent imposants à l'âge adulte. Ça alors, on peut dire qu'il est impressionnant. La différence de taille entre ce mâle et les femelles que l'on voit là-bas est flagrante. Il est au moins 2 fois plus grand qu'elle. Et sa tête est recouverte d'une énorme capuche de poils.
L'orang-outan est le plus grand animal arboricole au monde. Regardez la taille que font ses mains. Elles sont gigantesques. Ce singe a une force suffisante pour hisser sa masse corporelle en haut d'un arbre. Mais il est en même temps assez habile et assez délicat pour manipuler ses bananes avec soin. C'est incroyable. Nous avons tant de points communs avec ces grands singes. Des mains habiles, des cerveaux volumineux et une longue enfance. Ces caractéristiques sont quelques-uns des nombreux atouts qui ont permis aux singes de s'implanter dans l'ensemble de l'Asie et même au-delà. C'est en Asie qu'est apparue la famille des primates. Ils ont adapté leur anatomie et leur comportement pour conquérir les forêts, les plages et même les montagnes enneigées de cet immense continent. Mais pour eux, l'aventure ne s'est pas arrêtée là. Il y a plusieurs millions d'années, les premiers primates originaires d'Asie sont partis en quête de nouveaux espaces. Sur ces nouveaux territoires, ils sont devenus plus gros, plus puissants et plus intelligents que nulle part ailleurs dans le monde. Pour la famille des primates, l'Afrique est le continent de tous les records. Tout de suite, plus unis, plus forts, plus intelligents, en Afrique, les primates touchent du doigt le sommet de leur puissance.